Entretien, cet autre numéro sur les antennes de Héritage Télévision. Entretien, c'est cette tranche qui a en tête-à-tête un invité spécial, une personnalité politique généralement. Et aujourd'hui, autour des grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo, nous allons échanger avec un acteur politique qui est jeune et il évolue au sein du parti Agissons pour la République, AREP, dont l'autorité morale se trouve être M. Guy Luando-Mboyo, Jean-Luc Kong et au cadre de AREP Grand Katanga. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci, M. Magloire. Voilà, un immense plaisir pour nous de retrouver un jeune acteur politique, si jeune. Vous avez votre avenir devant vous. Que faites-vous en politique, Jean-Luc Kong? Eh bien, la politique, pour moi, je la comprends comme une passion citoyenne, un appel civique, parce que chaque citoyen est censé remplir une charge quelconque pour l'avancement de la cité. Et quand on se sent on se rend compte que la cité a besoin de nos compétences et notre partition, on doit s'engager. La politique, c'est des convictions que l'on se fait sur sa cité. On a une philosophie quelconque sur l'avancement de son pays et on s'est dit que pour la mise en œuvre de cette métaphysique, il faudrait que je puisse m'engager. Et c'est ainsi que moi, je m'engage. Et pourtant, la politique congolaise est pilotée par des grandes personnes. Aujourd'hui, nous avons encore des anciens moboutistes qui ont travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila et puis ils ont traversé les 18 ans de Joseph Kabila. Ils sont encore là jusqu'à aujourd'hui. N'avez-vous pas peur d'être piétiné, d'être effacé sur la scène politique en tant que jeune comme ça? Non, il n'y a pas... je ne vois pas quelque chose à craindre à propos de l'âge de quelqu'un ou de sa longue carrière politique. Comme je l'ai dit, la politique, c'est un appel, c'est un engagement. Et lorsqu'on s'engage, on ne regarde pas aux défis. On s'engage avec les compétences que nous portons et les objectifs que nous poursuivons. Et l'énergie derrière tout cela nous permettra d'atteindre les objectifs. Donc il n'y a pas à craindre pour moi. Alors, Agissons pour la République, quelle est la santé de votre formation politique actuellement? Nous sommes un parti en pleine dynamique depuis la création de ces jeunes partis, depuis 3 ans déjà. En 3 années, nous avons eu à avoir 8 députés nationaux, et 11 sénateurs, 36 députés provinciaux, un gouverneur, 2 vice-gouverneurs, 2 présidents des bureaux des assemblées provinciales, une vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale, notamment à Kinshasa, plusieurs membres des bureaux, plusieurs bureaux et plusieurs assemblées provinciales, plutôt de plusieurs provinces. Et donc le parti est en dynamique avec notre autorité de référence qui est ministre d'État et notre secrétaire général adjoint qui est vice-ministre des Finances. Et pourtant, il n'y a que 3 ans que vous existez. Et ce que vous venez de donner comme résultat, performance, c'est hors du commerce. Qu'on ne dira pas que c'est grâce à la proximité du ministre avec le président de la République que votre parti se fait entendre. C'est au pouvoir du président Tshisekedi, vous n'avez que 3 ans et c'est de ça que les gens de l'UDPS se plaignent. Il faut savoir que ce que nous avons comme résultat résulte, excusez ma tautologie, du travail de terrain que nous avons mené pendant les élections. Et donc, nous avons été sérieux. Je crois que dans la ville de Lubumbashi, vous avez vu des images pendant la campagne électorale, combien nous avons arpenté tous les quartiers et toutes les communes. Et donc, AREP, c'est un regroupement de personnes qui ont des ambitions, l'ambition la plus forte, celle de servir l'État. Et pour cela, ils sont prêts à mettre toute leur énergie à contribution pour atteindre ces objectifs-là. Donc, il n'y a pas de favoritisme reçu de la part de qui que ce soit, mais plutôt une récompense d'un travail qui a été accompli. Le chef de l'État a été élu dans le Grand Équateur à plus de 70%. Et ce n'était pas un hasard, c'était le Grand Équateur, il faut le souligner, c'est le fief naturel de votre autorité morale, c'est ça? Voilà, il est du Grand Équateur, de Bokungu précisément. Et à Bokungu, il a été élu à plus de 80%. Vous voyez, donc... Mais pourtant, votre parti est censé être national. Pourquoi vous évoquez cette partie de la RDC, l'Équateur? Le parti, il est national. Je vous ai cité ici que nous avons plus de 8 députés nationaux qui ne sont pas tous des circonscriptions du Grand Équateur. Il y a un député national de l'espace Grand Katanga, notamment la secrétaire
général adjointe, Excellence Gracia Yambakazadi. Et vous avez Maître Dorothée Madia. Donc notre parti il est implanté à travers le territoire national. Vous allez à Kassenga, vous trouverez AREP bien installé avec un siège vivable. Vous partez à Kanyama, vous trouverez AREP avec un siège vivable. Donc, si j'évoque Bokungu, parce que Jésus, il est Jésus-Christ, Dieu, mais il est Jésus de Nazareth. C'est une logique. Alors, 7 ans de Félix Tshisekedi au pouvoir, il hérite d'un pays entier aujourd'hui. Lui-même, le chef de l'État, ne sait pas se rendre à Goma, il ne peut pas aller à Bunagana. Et aujourd'hui, vous êtes fier de la gestion du pays par le régime actuel du chef de l'État dont vous faites partie? Je suis extrêmement fier de faire partie des partis politiques ou de la plateforme créée par le chef de l'État, l'Union sacrée, et de faire partie de AREP, Agissons pour la République, de l'excellence Maître dont vous êtes au cadre. Dont je suis au cadre. Et aujourd'hui, le pays est morcelé. Je suis contrairement à la manière dont le chef de l'État l'a eu en 2019, vous êtes fier malgré ça? De quelle façon le chef de l'État a hérité de ce pays? Il a hérité ce pays d'un pays entier. Aujourd'hui, lui-même ne sait pas se rendre à Bunagana, il ne peut pas aller à Goma. Un pays entier, mais morcelé de l'intérieur. Morcelé de l'intérieur par des alliances autrefois conclus entre ceux qui dirigeaient le pays et ceux qui nous agressent aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que M23 n'est pas là hier, en 2021. M23, c'est un mouvement qui a commencé depuis 2013, si je ne m'abuse, avec les Koundé-Batouare. Et qui, à un moment donné, s'est effacé de la scène. À un moment, s'est effacé de la scène grâce à des manœuvres qui n'ont pas été durables. Donc, la résolution qui n'a pas été durable du problème, on leur a accordé des primes de guerre parce qu'ils ont tué des Congolais en 2013. En plus de cela, ils ont été intégrés au sein de l'armée pour certains. Les autres ont obtenu des postes politiques, les autres ont obtenu des récompenses économiques et ils ont considéré que cela ne suffisait pas. Il en fallait plus. Et ils reviennent en 2021 pour réclamer le plus qu'ils ne leur avaient pas donné par les régimes passés, mais qui leur avait été promis. Mais pour cela, le chef de l'État a dit non, on ne peut pas accepter que des personnes qui ont versé les sangs puissent aujourd'hui venir réclamer des dividendes du sang des Congolais. Non. Et ce non-là a déclenché cette guerre-là, ce que nous subissons aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, les chefs de l'État avaient commencé par amorcer le dialogue ou les consultations de Nairobi, où tous les groupes armés étaient invités pour venir discuter, exposer leurs problèmes, la raison pour laquelle ils se retrouvent contre la République. Et malheureusement, les proxys du Rwanda qui accomplissaient l'agenda de l'ennemi n'ont pas voulu suivre l'agenda de Nairobi. Ils ont retourné... Pour ne pas couper votre idée au milieu, M. Jean-Luc Kong, je rappelle que vous êtes au cadre de AREP, Agissons pour la République. En 2021, justement, avant la résurgence de ce mouvement rebelle, une délégation des M23 était à Kinshasa et visiblement, il n'y a pas eu des accords avec le régime de Kinshasa. C'est ainsi qu'ils se sont rendus dans l'Est et Bunagana est pris à partir de l'Ouganda. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le chef de l'État, avec toute sa majorité présidentielle, n'ont pas pu bien gérer les sensibilités de ce M23 et voilà aujourd'hui le résultat? Non, il faut savoir que le chef de l'État, il est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, il n'est pas là pour accorder des primes à qui que ce soit, qui le réclame sur base du chantage meurtrier. Mais selon vous, qu'est-ce que le M23 est venu chercher à Kinshasa en 2019, vers 2021? Eh bien, s'ils étaient à Kinshasa 2020, 2021... Et c'est sur invitation? C'était sur invitation d'un ministre de l'Intérieur honoraire? Oui, il faut savoir qu'un ministre... et c'est par là que le toit a éclaté. Et aujourd'hui, voilà le résultat, l'Est s'embrase. Le ministre en avait-il informé le chef de l'État ou le Premier ministre à l'époque? Il faudrait se poser des questions. Et ces gens-là... Comment ils ne seront pas informés? Le Premier ministre ne sera pas informé comment? De la présence d'une délégation d'un groupe rebelle dans la capitale? C'est grave ça, M. Jean-Luc Kong. Non, j'ai dit ceci. Le ministre peut prendre entre... Parce qu'il faut savoir que le ministre est le patron de son secteur.
Et il peut entreprendre les démarches allant dans les sens de À régler des l'insu de sa problèmes. hiérarchie? Il peut entreprendre des démarches, mais il faut se poser des questions. Est-ce que lorsque M23 est arrivé à Kinshasa, ont-ils été présentés à la hiérarchie? Est-ce que la Ont-ils hiérarchie été reçus? était-elle au courant de la présence du M23 à Kinshasa, oui ou non? Non, c'est aussi une C'est question là je que me le bas pose. blesse. Voilà, je me pose aussi la question. Et le Est-ce chef que de la l'État lui-même hiérarchie- l'a déjà reconnu une fois dans une interview. Il avait dit ils étaient à Kinshasa, mais ils n'ont jamais été reçus par le chef de l'État. Pourquoi? J'ai dit le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous et moi ignorons ce Donc qu'était c'était une erreur que de le ne pas le cahier. recevoir par le Non. chef de l'État. Est-ce que nous savons ce qu'était les cahiers des charges de cette délégation? Ce qu'il réclamait au chef de l'État en ce moment-là, et la raison pour laquelle le chef de l'État n'avait pas Non, voulu d'abord le la recevoir. raison de leur présence à Kinshasa, ils sont arrivés en bonne et due forme. Oui, arrivé en bonne et due forme avec quel cahier des charges? Donc le chef de l'État ne peut pas céder à... Et durant tout ce temps, ils sont en train de vivre avec le trésor public. Ils sont bien logés, ils sont bien nourris. je ne sais pas qui vous a informé. C'était pas avec leur argent de poche? Non, je ne sais pas qui vous aurait informé qu'ils étaient pris en C'était charge avec par quels le moyens? public. Ça peut être sur Leurs propres sur moyens? leur propre portefeuille. C'est ça, c'est un mouvement organisé et entretenu par une puissance Ah, vous étrangère. reconnaissez quand même que c'est un mouvement organisé. Et Entretenu. aujourd'hui, ce mouvement organisé, justement, Voilà. est en train de gagner du terrain et jusqu'à contraindre le régime actuel d'aller au dialogue. Nous avons aujourd'hui Doha, il y a Luanda qui se prépare, Washington, etc., etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu de l'échec de toute la diplomatie entre guillemets agissante du régime actuel? Mais vous dites une chose à son contraire, M. Magloire. Vous parlez bien que ce n'est pas un aveu Puisque sur le terrain, rien ne marche, il faut oui, maintenant négocier. sur le terrain, rien ne marche. Mais dans la Vous le diplomatie... reconnaissez? Non, Rien non, ne marche sur non, le ça terrain. je suis en train de reprendre vos propres mots. Si sur le terrain des Kalachnikov, rien ne marche, mais dans la diplomatie, tout va de notre côté. Et Tout va. pourtant, après Les chefs de l'État- Washington, il y a eu encore Ah, des bruits de bottes sur le terrain. mais qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après? Et juste 24 heures après qu'ils soient à Ovira. Ils n'ont pas pu faire des semaines à Ovira. Ils ont été contraints de quitter Ovira. Je l'avais dit, le même jour, les jours qu'on signait ces accords-là, je les disais sur ce même plateau, que ces gens-là ne vont pas faire long fait à Ovira. Ils vont être contraints de quitter, que ce soit par la force ou par la parole. Et c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, Ils ont quitté nous Ouvira. avons gagné. Ils ont quitté Ouvira. Pourquoi ils ne quittent pas Goma? Pourquoi ils ne quittent pas Bukavu? Pourquoi ils sont toujours à Bunagana? Puisque la diplomatie a son rythme. La diplomatie n'agit pas de la même façon qu'agit le prix des bottes. La diplomatie, c'est la guerre des civilisés. Ce n'est pas la guerre de maquisards. Vous voyez. Donc, elle a son rythme à elle et nous devons suivre ces rythmes-là. Moi, je suis convaincu qu'avec les accords de Washington, que ce soit si le M23, le Rwanda, plutôt, parce que moi, je ne considère pas qu'ici nous devons parler du M23, parlons plutôt du Rwanda, qu'il a reconnu, qu'il a lui-même reconnu que c'est lui qui entretient ce groupe-là. Le Rwanda l'a reconnu? Paul Kagame l'a reconnu? Paul Kagame l'a reconnu. Il a reconnu dans une des émissions qu'il a tenues la semaine dernière, l'ambassadrice plutôt du Rwanda, basée à Washington, l'a reconnu devant le congrès qu'il avait invité à témoigner. Elle a reconnu que ce sont eux qui entretiennent ce groupe armé, entre guillemets, pour des raisons de défense, plutôt des mesures sécuritaires en rapport avec leur pays. Mais ce qui est d'ailleurs un lueur et un discours qui ne tient plus la route, puisque aujourd'hui, les zones qui sont identifiées comme étant les foyers de FDLR, dont ils prétendent contre qui se défendre, ces foyers-là sont ils sont contrôlés par le groupe M23 Rwanda. Donc ce sont eux qui doivent réellement neutraliser ceux qui sont censés neutraliser. Alors, monsieur Jean-Luc Kong, revenons à Doha. Le gouvernement de Kinshasa est pour parler à Doha avec le Rwanda, avec le M23 ou alors avec Joseph Kabila. Avec qui le gouvernement de Kinshasa est en train de parler à Doha? À Doha, il faut noter que le problème de l'Est, c'est un problème qui a une tête et qui a des bras. Et qui constitue un corps. Voilà, qui constitue un corps. La tête, c'est le Rwanda. C'est elle qui est derrière tout le problème. Une bonne métaphore, là. Ouais, voilà, on va suivre ça, on va suivre le développement. C'est une métaphore que j'emprunte du ministre de la Communication.
Excellence Patrick Mouyaya. Mouyaya. Voilà. Et donc, le Rwanda, c'est la tête. Et les bras, ce sont ce groupe-là, mixte, qui est mélangé avec des Congolais et des étrangers à l'intérieur. Puisqu'il y a des Congolais, nous devons parler avec eux. On ne doit pas mélanger ceux qui sont instrumentalisés. Donc vous devez parler avec les Congolais. Et pourtant, le chef de l'État a refusé d'échanger avec ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont du sang sur la main. Tout à fait. Échanger avec eux dans quel contexte? Dans quel contexte, justement? Voilà, il faut noter que le contexte dans lequel nous parlons avec eux, c'est un contexte révolu. C'est-à-dire, la tête a accepté, elle s'est agenouillée devant le fait accompli de la diplomatie. Et donc, elle était censée se retirer, reconnaître ses torts. Et pour cela, il faudrait résoudre maintenant le problème de l'intérieur. Le problème de l'intérieur qui est instrumentalisé. Donc, les Congolais qui sont instrumentalisés au sein du même groupe. Et ces gens-là, on doit les entendre leurs soucis et savoir comment on peut les prendre en charge. C'est ce qui se passe à Doha. Et quelles sont les chances que vous accordez au dialogue? Quel format proposez-vous? Parce qu'on a suivi récemment le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui disait qu'il est prêt pour le dialogue, mais à certaines conditions, notamment un dialogue sur le sol congolais, mais avec des exclusions, notamment certains condamnés à mort et même certains exilés, dont Joseph Kabila, son prédécesseur, et même l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, pour ne pas citer Moïse Katumbi. Vous, en tant que haut cadre de AREP, Agissons pour la République, quel format de dialogue envisagez-vous et ça sera sur quel sol? Nous, au sein de AREP, nous avons une façon de concevoir les choses qui nous a été inculquée par notre autorité de référence et par l'entremise de notre secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Alors, le dialogue, oui, pour AREP. Notre manière de concevoir les choses, c'est que oui au dialogue. AREP suit les pas du garant du bon fonctionnement des institutions, du garant de la nation, du chef de l'État. C'est que le chef de l'État a dit oui et amen. La voie que le chef de l'État va tracer, c'est la voie que AREP suivra. Alors, même s'il y a des choses à redire, oui, et puis vous ne savez pas contredire ou corriger certaines choses. S'il y a des choses à redire, nous ne les dirons pas ici. Nous ne les dirons pas ici sur le plateau de télé. Mais si je dois m'exprimer en tant que M. Kong, voilà, là, vous n'engagez plus le parti. Je n'engage pas le parti. Tout ce que vous avez dit avant, c'était avec l'accord du parti. Et là, vous parlez en tant que Jean-Luc Kong. En tant que Jean-Luc Kong, j'ai dit ceci. Moi, je ne trouve pas la nécessité d'un dialogue. Et si dialogue il devrait y en avoir, je ne sais pas, quel sera. On va discuter de quoi? Parler de quoi? Y a-t-il une crise? Des sensibilités, il y a des frustrations. Les partenaires politiques lésés. Il y a eu au début le cash avec Joseph Kabila qui est parti avec tous les membres de sa majorité. Et il y a toutes ces sensibilités, excusez-moi, sur lesquelles il faut parler et mettre tous les Congolais ensemble et sans exception. Monsieur Magloire, je pense que vous savez, le pays ne se gère pas avec l'état d'âme. Et parler des sensibilités, nous versons dans les états d'âme. Le pays se gère sur base du cadre légal qui est dressé par les constituants, ce que nous appelons la loi fondamentale, la Constitution. Et au sein de la Constitution, il n'y a une seule personne qui est chargée de mener à bien, qui a tracé la politique de la nation, en accord bien sûr avec le gouvernement, et cette personne c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État avait tracé la voie qui devrait être suivie, et ces partenaires du FCC n'ont pas voulu se plier à cette voie tracée. Ils ont voulu se lancer dans une voie de défier l'institution que le chef de l'État parlait. Vous connaissez, vous vous rappellerez bien, Yemei a dit, vous vous rappellerez, nous ne serons jamais intimidés. Vous vous rappellerez. C'est comme ça que vous dites aussi que tout ce que le chef de l'État a dit, il faut emboîter le pas, même s'il y a des choses à redire. Non, il y a des cadres. C'est la copie conforme du FCC et Joseph Kabila. Non. Vous vous rappellerez que la Constitution ne concentre pas tout dans les mains du chef de l'État. Nous sommes dans un pays démocratique. Et donc, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif et le législatif. Donc, les législatifs, c'est les cadres par excellence où le peuple s'exprime, où les acteurs politiques, toutes les sensibilités, qu'elles soient pro-gouvernementales ou anti-gouvernementales, s'expriment. Parce qu'au sein du Parlement, il comprend l'opposition parlementaire et la majorité gouvernementale ou présidentielle. Et donc, c'est au sein du Parlement que s'exprime le vœu et la politique, la ligne politique de chaque sensibilité. Ce n'est pas dans des bureaux politiques, dans le cadre des chantages,
où les gens doivent aller brandir un poids politique illusoire pour arracher des gains ou des dividendes qui échappent au mécanisme institutionnel. Non, il n'est pas question. Alors M. Jean-Luc Kong, vous êtes de AREP. Nous allons parler d'une autre question sensible que le chef de l'État avait évoquée de lui-même. Je pense que c'était ici à Lubumbashi, le changement de la Constitution. Ça veut dire qu'il y a des articles qu'il faut revoir et peut-être permettre au chef de l'État de poursuivre au-delà de ses 10 ans au pouvoir. Quel est le point de vue d'AREP sur la question du changement de la Constitution? AREP était d'accord avec l'objectif du changement, la perspective, pas des changements plutôt. La perspective. Est-ce qu'on parle de la modification ou le changement de la Constitution? Non, le chef de l'État avait évoqué la possibilité de se remettre au Parlement pour voir, évaluer. D'ailleurs, je me rappelle qu'il avait... Non, on a parlé de changement de la Constitution. Le changement. Quand on parle de changement, vous vous rappelez de mon sujet, quand j'étais encore étudiant, moi j'ai travaillé sur la 3e République et la refondation de l'État et la révision de la Constitution de 2006. Est-ce qu'il y a possibilité de changer cette Constitution et pourquoi? Moi, j'en ai parlé dans mon travail et je soutiens les changements de la Constitution. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je considère que notre mindset, ou plutôt notre culture politique, n'est pas en adéquation avec le texte que nous avons, qui nous dirige, avec la Constitution que nous avons. Je vous donne un exemple. Lorsque vous sortez au niveau de cette avenue et qu'il y a des embouteillages, on vous parlera, voyez-moi la gestion de Tshisekedi. Vous voyez? Et pourtant, nous savons tous que ce n'est pas à Tshisekedi de venir ici gérer les embouteillages. Non, mais il a ses représentants ici, notamment le gouverneur et tous les autres administratifs. Le gouverneur, dans le cadre du régionalisme politique instauré par la Constitution de 2006, le gouverneur et la province a la possibilité d'entreprendre des politiques propres à la province. Est-ce qu'en tant que jeune politologue, vous avez quelques articles à épingler dans l'actuelle Constitution qui empêchent le chef de l'État de bien gérer le pays? Qui empêchent le chef de l'État de bien gérer le pays? Y a-t-il des articles précis dans cette Constitution qui font qu'il faut changer ou modifier la Constitution? Y a-t-il des articles qui empêchent justement la bonne gestion du pays? Il y a, si, je ne dirais pas, moi je ne suis pas rigide. Vous savez, la question des... en sciences politiques, il n'y a pas le blanc et le noir. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Est-ce que l'objectif de changer cette Constitution, ce n'est pas de permettre au chef de l'État d'aller au-delà de ces 2 mandats constitutionnels? Et là, nous ne serons plus des prospectivistes. Nous ne serons que des politiques gloutonistes. Et pourtant, moi, je ne me considère pas comme gloutoniste. Vous voyez? Ça veut dire? Et donc, je me considère comme quelqu'un, je l'avais dit au début ici, qui s'est engagé dans une perspective d'échanger la marche de ces pays, le positionner sur la bonne marche. Et donc, cette conviction-là ne me permettrait pas d'agir dans l'immédiateté. Et quand vous regardez depuis la prise de pouvoir du chef de l'État, vous comprendrez que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a investi, il a investi dans des réformes structurelles qui ne sont pas dans la cueillette de l'immédiateté, c'est-à-dire dans la perspective de la durée. Donc, toutes les réformes que nous pouvons entreprendre aujourd'hui, si nous les fixons sur la cueillette d'aujourd'hui ou de demain, alors nous ne développerons pas ce pays. Tout est fait en fonction de l'avenir. Tout est fait en fonction de l'avenir. Comment notre pays pourra être dans 10, 20 ans? Comment pourrons-nous atteindre les développements tant voulus? Et c'est comme ça que on gère un pays. On ne gère pas un pays pour se dire qu'est-ce que j'essaierai moi en tant qu'acteur politique dans 5 ans. Alors, monsieur Jean-Luc Kong, AREP pour la République, est-ce que, sans pour autant vouloir caresser le félin dans le sens de ses poils, y a-t-il des erreurs politiques que le chef de l'État a commises durant les 7 années qu'il a passées au pouvoir et qu'il y a des choses à corriger pour que le pays puisse bien marcher sur le droit chemin? Avez-vous des erreurs à déceler pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui? Parler des erreurs du chef sur un plateau télé, je ne pense pas que ça soit... Il n'y en a pas eu. Non, je ne peux pas parler... S'il y en a eu, il y en a eu.
Oh, Et il est humain. Oui, il est humain, voilà. Il ne peut Donc, pas commettre les erreurs. Que moi j'ai dit, Il peut en commettre. non, je ne parle pas de ses erreurs. Je parle plutôt de ce que moi j'aurais voulu que ça soit fait, mais qui n'a pas été fait. Donc, ce que moi, si j'étais conseiller du chef de l'État, son conseiller politique, ou quelqu'un qui soit plus proche de lui, par exemple, c'est que je pouvais, comme le ministre Guy Luando. Oui, ce que je lui aurais peut-être proposé, c'était que la sanction, il faut que la sanction soit réellement mise en application. Donc il faut qu'il y ait la politique de la sanction. Mais on parle plutôt de l'impunité. Il y a des personnes qui ont détourné, qui ont été jugées et qui ont été libérées. Et vous dites bien qu'ils ont été jugés. Jugés et ensuite libérés. Voilà, jugés. Et ils ont prouvé leur innocence. Ils ont même passé un peu de temps en prison et puis libérés. Il y en a même qui ont détourné. Ça s'est avéré. Et ensuite, ces personnes n'ont pas été inquiétées, simplement parce qu'appartenant à l'Union sacrée. Vous avez collecté des preuves, vous? Bon, on a vu des procès en direct à la télévision. Voilà, des procès en direct qui sont allés en appel et arrivés à la Cour de cassation. La Cour de cassation trouve que les preuves ne suffisaient pas pour que la personne soit déclarée coupable. Est-ce que la discordance ou la mésentente entre le chef de l'État actuel et son prédécesseur ont profité à la nation, selon vous? Il faut savoir que dans une guerre, la guerre ne profite à personne. Non, je parle de la mésentente entre l'ancien et le chef de l'État. Est-ce que cela a profité à la nation? Non, je ne parle pas dans la mésentente en soi, mais plutôt... Parce que les deux ne se parlent plus. Oui, il y a un problème entre l'ancien et le chef de l'État. Voilà. Est-ce que cela a profité au fils du pays? Dans une mesure du possible... C'est une question précise. Oui, dans une mesure du possible, je peux dire que leur séparation, je ne parle pas plutôt de leur mésentente, mais leur séparation avait... Prenons la séparation, c'est bon pour moi. Leur séparation avait permis au chef de l'État de pouvoir recentrer les objectifs, puisqu'il faut savoir que leur alliance qui était basée sur le partage des pouvoirs, le partage des responsabilités politiques, ne profitait pas au pays. Était conflictogène. Donc cela était à la base des conflits permanents. Et actuellement, ces conflits ont pris fin? Avez-vous entendu un ministre d'État se tenir devant les caméras après leur séparation, il y a maintenant la paix au pays? Est-ce que ça marche maintenant? Il y a la paix au sein des institutions. Il n'y a pas de crise institutionnelle. Est-ce que vous envisagez un jour un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila? Joseph Kabila, c'est un ancien président de ce pays. Il a géré ce pays pendant 18 ans. Il connaît ce pays. Je me fais l'idée, j'imagine qu'il connaît ce pays. Il connaît ce pays. Il a des choses qu'il peut aussi proposer. Mais malheureusement, il a choisi le mauvais camp. Il a choisi le camp de l'agresseur. Il s'est mis à côté de l'agresseur pour agresser notre pays, verser les sangs du Congolais. Et là, je vais vous demander les preuves s'il est vraiment avec l'agresseur. Il est allé à Goma comme la Senko, comme d'autres personnalités qui y vont. Non, comme la Senko. Il est allé à Goma comme territoire du pays. Oui, comme territoire du pays, sous occupation. Goma reste encore une partie de la RDC. Sous occupation, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la troisième colonne. Est-ce que cela suffit pour être qualifié de rebelle? Cela suffit? Cela suffit parce qu'il avait déclaré dans son discours que nous partageons les mêmes objectifs avec le M23. Vous vous rappellerez? Il avait déclaré ça. Ça, j'avais suivi. Voilà. Oui, vous avez, ça, j'avais suivi. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Ça veut dire que le M23 a des revendications, a des aspirations que lui partage en tant qu'humain, en tant que chef de l'État. Faisons l'analogie. Maintenant que le Rwanda dit que le M23, c'est son groupe qu'il a formé et qu'il a envoyé Le Rwanda l'a dit comme ça dans une déclaration ou dans un communiqué? Oui. La déclaration de l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis et la déclaration dernièrement du président rwandais qui a déclaré même que lorsqu'il disait ne pas être au courant que il y avait des troupes rwandaises. Les troupes rwandaises étaient au Congo. Il avait menti. Il l'a dit expressement. Il a dit que j'avais menti en ce moment-là, expressement. Je pourrais vous partager la vidéo après. Et donc, aujourd'hui que les Rwandais assument que le M23, c'est son groupe qu'il a formaté pour servir ses objectifs. Donc, aujourd'hui, M. Magloire,
nous avons entendu l'ancien chef de l'État dire qu'il partage les mêmes objectifs que le M23, c'est-à-dire l'ancien chef de l'État poursuit les mêmes objectifs que le Rwanda, la déstabilisation de notre pays, la balkanisation de ces pays, la vente, ou soit le meurtre des enfants de ces pays et des femmes de ces pays. Et pourtant l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, a régné pendant 18 ans, et c'était... S'il en avait besoin, s'il avait besoin de balkaniser ce pays, c'était un moment opportun pendant qu'il avait toutes les manettes de commande. Pourquoi il ne l'a pas fait pendant 18 ans et pourquoi le ferait-il seulement pendant qu'il n'est plus aux affaires? Peut-être parce que vous vous attendez à une balkanisation des faits, c'est-à-dire qui soit déclarée dans des lois, dans des textes réglementaires. Mais quand on vous dit que c'est M23 ou Kundabatware à l'époque et les autres avaient des réclamations, de contrôler des pans entiers des territoires et donc être mis sous protectorat du Rwanda, et ce qui était le cas à l'époque. Parce que vous ne pouvez pas vous demander avec la facilité avec laquelle le Rwanda a dû prendre toute la bande donc les territoires de... Ils avaient commencé par quel territoire? Bunagana, tout ça. À partir de l'Ouganda, là, il n'y a pas la frontière avec le Rwanda. Ça, c'est à partir de l'Ouganda. De l'Ouganda, voilà. Et donc, même l'Ouganda est de mèche avec le M23. L'Ouganda ne concite pas beaucoup, monsieur Jean-Luc Kong. Je ne saurais pas dire ici... Est-ce que l'Ouganda, c'est aussi un pays ami à la RDC, actuellement? Ami, oui. Pourquoi? Parce que nous sommes... le M23 est passé par l'Ouganda pour prendre Bunagana. Oui, permettez que je finisse. Ami, parce que nous sommes dans une alliance... plutôt dans une coopération militaire que nous effectuons avec l'Ouganda. Mais les déclarations du fils, le général, le fils du président Museveni, ces déclarations sont toujours belliqueuses. Rien ne prouve que ces comptes-là... Contre la RDC. Qu'est-ce qui prouve que ces comptes-là appartiennent réellement au fils de... Je peux aussi créer un compte en votre nom. Hein. Et je suis là, M. Jean-Luc, qui parle au nom de M. Magloire. Donc, mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous sommes dans une coopération avec le Rwanda. Aujourd'hui, On est dans une coopération avec le Rwanda, vous avez dit? Et plutôt l'Ouganda, permettez. Nous sommes dans une coopération avec l'Ouganda, une coopération militaire. Mais alors pourquoi l'Ouganda ne ferme pas sa frontière avec Bunagana? Parce qu'il y a des va-et-vient avec l'Ouganda, là-bas, du côté Bunagana. Or, Bunagana est géré, voici bientôt 5 ans, par les rebelles du M23. Oui, donc on n'est pas en coopération avec l'Ouganda. Non, lorsque Goma était encore sous notre contrôle, avions-nous fermé la frontière avec le Rwanda? Non, mais puisqu'il n'y a plus d'ambassade de la RDC. Oui, nous ne pouvons pas fermer. De la RDC au Rwanda, vice-versa. Oui. Puisque si nous fermons la frontière, c'est le peuple qui va en subir. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple frontalier s'approvisionne essentiellement dans d'autres pays. Il commerce essentiellement des côtés du territoire. Et donc, si vous fermez, vous n'allez pas pénaliser que les agresseurs. C'est le peuple qui va en payer le prix. Alors, avant de clôturer avec cette émission, ce numéro d'entretien d'aujourd'hui, on va attaquer une autre question tout à fait épineuse, une question d'actualité épineuse dans notre pays. Il y a l'arrestation des hauts cadres de l'armée. Il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en Ndolo. Il y a par exemple le général John Numbi qui est en fuite, le général Chibangu en Ndolo et bien d'autres hauts cadres de l'armée. Pensez-vous vraiment que cette armée n'est pas lésée et que cette situation ne va pas profiter à l'actuel régime? Je disais que lorsque vous parliez que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État avait dirigé ce pays pendant 18 ans et que s'il voulait balkaniser le pays, il pouvait le faire. Je vous ai dit qu'il y a une façon de faire la chose sans que ça apparaisse dans les textes. Et donc l'infiltration de l'armée. L'infiltration de l'armée avec des personnes à loyauté partagée. À la patrie, on ne partage pas la loyauté. Soit vous êtes pour la patrie, ou vous êtes contre la patrie. Non, en fait, toutes les armées du monde sont infiltrées, notamment aux États-Unis. Voilà. Dans l'armée américaine, il y a toutes les origines du monde. Oui. Et donc, les armées infiltrées, ce n'est pas seulement au Congo. Et le chef de l'État a eu tout son temps pour, n'est-ce pas, disséquer, voir qui est pour la nation et qui d'autre ne l'est pas. Mais aujourd'hui, il y a même certains Congolais, certains généraux congolais qui sont aux arrêts et cela se répète. Est-ce que cette situation profite au régime actuel? Pourquoi sont-ils aux arrêts? Parce qu'ils sont soupçonnés d'être en intelligence. Rien que des soupçons? Non.
les ministères publics qui les a remis, peut-être entre plutôt les services de renseignement qui y ont trouvé, qui ont collecté des preuves et qui pèsent contre eux. Donc ils ont trouvé que ces preuves-là étaient suffisantes pour que ces personnes-là soient jugées être en intelligence avec l'agression ou avec le pays agresseur. Et donc c'est normal qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Nous attendrons les procès. Ici, il faut noter qu'ils ne sont pas encore condamnés. Ils sont encore en instance, donc il faut attendre qu'ils soient jugés. Si leur culpabilité sera prouvée, ils vont faire la prison. Si ils vont se justifier et prouver leur innocence, ils seront libérés. Aujourd'hui, nous apprenons que le général Philémon Yave est sur le point d'être libéré. Et donc, quand on est aux arrêts, on est à la disposition de la justice. C'est à nous de fournir nos moyens de défense pour prouver notre innocence. Alors, dialogue et guerre. Nous avons soit la possibilité de rester sur le dialogue, et puis on a soit la possibilité de se battre. Vous, en tant qu'analyste, on fait le dialogue et on se bat, ou on va au dialogue, on arrête la guerre, on fait les deux? Je ne sais pas lorsque vous parlez du dialogue, c'est de quel dialogue vous parlez? Le dialogue inclusif dont tout le monde parle, c'est un grand sujet d'actualité. Monsieur Jean-Luc Kong. Monsieur Magloire, dites-moi, le Rwanda dit qu'il nous agresse, il assume que le Rwanda nous agresse. Et il y a M. Magloire et Charles Bumbashi, qui est un Congolais. Nous savons que M. Magloire, c'est un entrepreneur. M. Magloire dit que nous devons négocier. Pourtant, celui qui nous fait la guerre, c'est toute une autre personne. Dites-moi, en quoi est-ce que la négociation avec M. Magloire... On dialogue ou on se bat? Non, j'ai dit ceci. Il y a les voisins qui nous attaquent. Les voisins nous attaquent. Mais un frère me dit que non, nous devons d'abord dialoguer. On va dialoguer sur quoi alors que nous sommes attaqués? En quoi le dialogue entre moi et toi va arrêter à l'agresseur? Quelle est l'option choisie par Jean-Luc Kong? Jean-Luc Kong choisit quelle option? J'ai dit ceci. On y va sur tous les fronts, oui, ou on s'adapte sur un seul front? Moi, je me demande. Vous êtes politologue. Oui, je suis dans la nécessité de cette autre option. Quelle est la nécessité? Parce qu'il faut d'abord chercher, on ne doit pas poser que l'acte. Avant de poser l'acte, parce qu'il faut savoir que le dialogue engage la nation. Et les conséquences du dialogue, vous savez, les conséquences de Sun City, vous connaissez les conséquences de OIA, vous connaissez les conséquences du dialogue interdiocésain, vous connaissez les conséquences... Dialogue interdiocésain, intercongolais. Non, le dialogue intercongolais, c'est celui du centre interdiocésain. Vous en connaissez les conséquences. Donc, il y a la sortie du cadre constitutionnel au bout du dialogue. Donc, on sort du cadre constitutionnel, on commence à agir en dehors du cadre constitutionnel. Et pour quel intérêt? Pour les gens qui viennent parler au nom de l'agresseur ou pour l'intérêt du peuple. Si l'intérêt du peuple se trouve sur les champs... Alors, quelle est l'option choisie? Quelle est l'option choisie? Là, vous divaguez un peu. Quelle est l'option choisie, selon vous? Si l'intérêt du peuple se trouve sur les champs de bataille, je me jette sur les champs de bataille. Et pourtant, sur les champs de bataille, nos FRDC, leurs alliés Ouazalendo, battent en brèche. Chaque jour, on constate que des villes, des territoires tombent un après l'autre. Est-ce que le dialogue ne serait pas une bonne option? Premièrement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que moi j'ai appris hier dans les hauts plateaux de Minembwe, ce qui se passe. Il y a eu des exploits des FRDC là-bas? Des exploits des FRDC, oui. Bonne nouvelle. Voilà. Et ça, c'était juste une parenthèse. Alors, pour revenir, j'ai dit ceci. La guerre, ça dépend de la bataille, ça dépend de quelle façon vous l'appréhendez. La bataille diplomatique. Moi, ici, je parle de la bataille diplomatique parce que c'est ça, la conviction du chef de l'État. Il est convaincu que nous pouvons arrêter tout ce qui se passe à l'Est avec la diplomatie. Et ça marche. Aujourd'hui, nous sommes des partenaires privilégiés des États-Unis d'Amérique. Et vous savez ce que cela pourra produire comme conséquence. La semaine dernière, le colonel coordonnateur de Africom était à Kinshasa. Je crois que vous avez suivi ces déclarations qu'ils sont prêts à accompagner les FARDC pour ramener la paix des gré ou des forces. Mais ça fait longtemps, plus de 5 ans que nous attendons cette plus paix. De 5 ans, mais ça ne fait que 2 mois, ou soit 1 mois à peu près, depuis que nous avons conclu l'alliance avec les États-Unis. Et donc, il faut attendre, il faut être patient. Et donc, on peut compter sur les États-Unis pour résoudre nos propres problèmes? Non, pas. Le président Donald Trump, c'est un partenaire fiable pour le retour de la paix en RDC?
En ce moment, c'est un partenaire fiable. Je ne le dis pas pour des circonstances. Parce qu'il y a de l'expérience dans d'autres parties du monde où Trump est allé et rien de concret ne s'est fait. Pensez-vous que pour la RDC, c'est lui la personne idéale pour le retour de la paix? Je crois que notre partenariat avec les États-Unis, il est nécessaire. Non pas seulement pour la paix, mais aussi pour notre développement économique. Et je ne le dis pas aussi pour des circonstances. J'avais signé une tribune sur Apalis Info, qui appartient à un ancien directeur d'information ici, M. Mandela Tuntula. Et j'avais signé une tribune en 2024, en juillet 2024, pendant la campagne électorale américaine, la tribune dans laquelle j'ai appelé le gouvernement à entreprendre des dialogues ou des pourparlers avec le camp Trump, parce que je le voyais, celui qui allait gagner. Et au cas où il allait gagner, il allait redistribuer des cartes dans la politique internationale des États-Unis. Et au cas où, avec le président Donald Trump, rien ne marchait, s'il nous tournait le dos, quelle peut être l'option? Tout peut arriver. Tout peut arriver en diplomatie. Oui, tout peut arriver en diplomatie, mais je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis convaincu. Pour le moment, c'est Trump ou rien. Pas Trump, mais je suis convaincu que notre alliance pourra produire des résultats escomptés. Et pourtant, on le traite de versatile par d'autres chefs d'État du monde. Aujourd'hui, il peut changer. À tout moment, il peut changer. Il est ainsi. On espère bonne chance pour ce partenariat entre la RDC et les États-Unis. Alors, on va conclure avec vous dans ce numéro d'entretien. Vous allez regarder cette caméra et vous allez faire un vœu, d'abord pour la nation et ensuite pour votre formation politique AREP, Agissons pour le changement. Monsieur Jean-Luc Kong. RDC, terre bénie par les dieux, terre bénie par l'éternel Dieu Tout-Puissant, terre nous léguée par le sacrifice de Patrice Emery Lumumba, terre nous léguée par les sacrifices de Mzee Laurent Désiré Kabila, terre nous léguée par les efforts et les combats du patriarche Étienne Tshisekedi. Cette terre est bénie. Et moi, je crois qu'à l'horizon 2030, on parlera autrement de ce pays. Et mon parti AREP, je souhaite des progrès et aux prochaines échéances politiques, qu'il soit électorales ou sur un autre terrain politique, je nous souhaite bonne chance à l'autorité de référence, Maître Guillaume Ndomboyo, et au secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Voilà, madame, messieurs, par ce vœu de Jean-Luc Kong au cadre de AREP, ils sont pour le changement, se referme ce numéro d'entretien. Nous avons épilogué autour des grandes questions d'actualité. Dans notre pays, on a parlé dialogue, on a parlé guerre de l'Est, on a parlé des accords. Merci pour votre amitié d'être venu sur ce plateau défendre surtout cette jeunesse congolaise. Je suis content et fier de vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Héritage Télévision et au prochain numéro.